Des vidéos des fameuses freak-off ont enfin été dévoilées lors du procès de P. Diddy à Manhattan et je vais tout vous expliquer. Salut à tous, c'est Emma Noche, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, en ce moment se déroule le procès de P. Diddy à Manhattan, qui est vraiment un événement judiciaire majeur, qui peut même être comparé à celui de Jeffrey Epstein. Et régulièrement, je vous récapitule tout ce qui s'y passe. Comme vous le savez, le rappeur et producteur Sean Combs, ou aussi appelé P. Diddy ou Puff Daddy, a plusieurs chefs d'accusation contre lui. Il est notamment accusé de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, transport à des fins de prostitution, conspiration pour racket dans le cadre d'une entreprise criminelle et d'organisation mafieuse. Autant vous dire qu'il risque gros, mais il a pris un sacré risque parce qu'en fait, il a refusé tout accord et il a décidé de plaider non coupable malgré plusieurs témoignages et des preuves qui pourraient être accablants contre lui. Alors, dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà résumé le début du procès. Je vous avais notamment expliqué voilà ce qu'étaient les freak-off, qui sont en fait au centre de cette affaire et qui sont des événements organisés par P. Diddy où les participants semblaient être drogués et avoir des rapports sexuels pendant des jours et des jours. C'était concrètement des marathons d'orgie. Le point central là dans cette affaire en fait, c'est de déterminer si les participantes étaient, comme elles le prétendent, en fait droguées et forcées à des rapports sexuels, ou est-ce qu'il s'agissait, comme le défend le camp Diddy, tout simplement d'orgie libertine où tous les participants étaient consentants. Donc après avoir eu les témoignages de Cassie, d'un agent de sécurité qui avait déjà assisté à une altercation entre Cassie et P. Diddy, et certains collaborateurs voilà qui avaient été proches de P. Diddy, on arrive aux journées des 15 et 16 mai. Et je peux vous dire que là, ce procès a réellement pris un tournant puisqu'il y a eu des vidéos, des freak-off qui ont été amenées comme preuve par l'accusation. Alors la journée du 15 mai commence par un témoignage d'une prétendue victime. Elle témoigne de manière anonyme, voilà, on va l'appeler donc victime numéro 2, puisqu'on a déjà eu le témoignage d'une prétendue victime numéro 1. Et elle raconte un cauchemar qu'elle aurait vécu en 2010 dans une des villas de P. Diddy. Elle explique en fait qu'elle avait été invitée à ce qu'elle pensait être une fête mondaine, voilà, avec plusieurs personnalités, etc. Mais qu'en réalité, elle s'est retrouvée piégée. On lui aura en fait tendu un verre, voilà, un verre d'alcool, qui était en réalité mélangé au GHB. Pour vous expliquer, le GHB est aussi une drogue qui est appelée la drogue du violeur. C'est une drogue en fait qui, mélangée à de l'alcool, provoque en fait un certain endormissement. Faut savoir que parfois les victimes se retrouvent très souvent endormies, limite paralysées, et n'ont aucune conscience généralement de ce qui se passe autour d'elles. Elle explique donc qu'à ce moment-là, elle a totalement perdu le contrôle et qu'elle s'est retrouvée incapable de parler ou de bouger. Elle raconte en fait que pendant 2 jours, elle aurait été forcée à participer à une de ces freak-off. Elle explique qu'il y avait en fait des employés de P. Diddy qui verrouillaient les portes, qui distribuaient des drogues et qui surveillaient chaque mouvement. Elle explique qu'au deuxième soir, en fait, elle a eu un regain d'énergie et qu'elle a tenté de s'enfuir. Sauf qu'elle aurait été rattrapée par un employé de P. Diddy qui lui aurait dit « Tu ne bouges pas tant que le patron n'a pas fini ». Et son récit est quand même assez précis. Elle a été capable, en fait, de donner le nom de certains employés et même de donner des détails sur la villa. Et il y aurait apparemment des documents saisis par le FBI, comme des reçus et des mails qui confirmeraient, en fait, que cette soirée a bien eu lieu. Suite à ce témoignage, un ancien employé de Bad Boy Records, donc de P. Diddy, a été appelé à la barre. Il a lui aussi fait le choix de l'anonymat pour préserver sa sécurité et il a lui aussi livré un récit qui s'inscrit aussi dans tous ceux qu'on a pu entendre jusque-là. Il explique qu'il a travaillé pour P. Diddy de 2007 à 2011 et que selon lui, le label de P. Diddy était en réalité une façade pour recruter des femmes vulnérables, souvent qui avaient l'aspiration de devenir chanteuses ou danseuses, en leur promettant des super contrats. Et lui, il revient sur un épisode quand même assez précis. Il parle d'une scène qui se serait déroulée en 2009 dans un studio à New York. Il raconte en fait que voilà, il y a eu une session d'enregistrement avec une jeune femme, etc. Et que comme à son habitude, Diddy propose un freak-off après cette session. Sauf que cette femme aurait refusé. Voilà, elle a dit concrètement qu'elle avait pas envie de sortir, de faire ce freak-off. Et là, il explique qu'en fait, P. Diddy se serait mis dans une colère noire. Voilà, il serait devenu furieux et il l'aurait frappé au visage. Il raconte que lui, concrètement, il a entendu les cris, il a vu la femme sortir de la pièce en pleurs et aurait remarqué qu'elle avait des traces sur le visage en sortant. Et lui, il est vraiment formel. Hein. Pour lui, P. Diddy intimidait constamment son personnel. Il les menaçait soit de licenciement ou de choses beaucoup plus graves s'il parlait. Il explique qu'il aurait pris la décision de quitter Bad Boy Records en 2011, justement parce qu'il était dégoûté en fait par toutes ces activités. Et là, vous imaginez bien que pour ces 2 témoignages, la défense de P. Diddy ne s'est pas laissé faire. Et c'est l'avocat star Marc Anifilo, dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais
avait dit qu'il avait en fait défendu DSK aussi lors de son procès médiatisé. Et c'est lui en fait qui mène ce contre-interrogatoire. Pour la victime dont je vous avais parlé, voilà, qui comptait son récit en 2010, il dit qu'en fait concrètement ce sont que des mots. Il répond à la victime que concrètement il n'y a pas de vidéo, pas de rapport médical, et il suggère même qu'elle aurait peut-être potentiellement des motivations qui seraient pas très claires en fait. Il pointe du doigt le fait qu'il y a plus de 120 plaintes contre Didi et que pour lui, certaines font ça pour de l'argent parce que certaines ont été réglées de cette manière en fait. Certains plaignants ont reçu des chèques justement, voilà, pour régler ça à l'amiable. Il demande à la victime, mais dans ce cas-là, si vous étiez si traumatisé, pourquoi vous n'avez pas porté plainte plus tôt? Elle répond qu'elle avait peur car P. Diddy était beaucoup trop puissant. Et pour l'ancien employé de Bad Boy Records, là, Annie Philo l'attaque en fait sur son anonymat. Lui, concrètement, son argument, c'est comment croire une personne qui se cache. Il lui demande aussi pourquoi il n'avait rien déclaré en 2009. Et à ça, l'employé a répondu un petit peu dans le même esprit que la victime dont on parlait juste avant. Et il a déclaré que concrètement, il avait peur pour son avenir et pour sa sécurité. Donc là, ensuite, on arrive au lendemain, la journée du 16 mai. Et c'est là que ça se complique vraiment pour la défense de P. Diddy. Le 16 mai, l'accusation dirigée par la procureure Madison Smizer a décidé de frapper fort. Il diffuse une des vidéos saisies lors de la perquisition de la villa de P. Diddy en mars 2024, qui aurait été tournée à Los Angeles dans une de ces villas justement en 2015. Et la vidéo qui a été floutée pour le jury montre en fait plusieurs femmes qui participaient justement à un freak-off. Et là, c'est très clair. Elles semblent totalement désorientées, avec des mouvements extrêmement lents, des regards vitreux, et certaines sont vraiment à la limite de l'inconscience. Il est clair et net qu'elles sont sous l'influence de drogue, et on y voit un homme qui est identifié comme étant P. Diddy grâce à sa voix et sa silhouette, qui donne des ordres. On peut entendre par exemple « Continue, fais ce que je te dis ». Et du coup, dans ces vidéos, on voit qu'il n'y a pas de violence à proprement parler, mais l'état des femmes qui y sont présentes montre en fait qu'elles ne sont pas en capacité de consentir. Et pour l'accusation, ça c'est concrètement une preuve formelle d'un système organisé. Mais ce n'est pas tout. L'accusation présente aussi des résultats d'analyse toxicologique qui ont été effectués sur des boissons qui ont été retrouvées chez P. Diddy. Et là aussi, tout est clair. On y retrouve des traces de GHB, de kétamine et d'ecstasy. Et du coup, ce résultat d'analyse vient un petit peu comme preuve des différents témoignages qu'on a pu entendre ces derniers jours. Et là, je vous l'ai dit, cette histoire, c'est vraiment une bataille acharnée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a Tenny Geragos, donc une des co-avocates de P. Diddy, qui décide de monter au créneau. Elle appelle à ce moment-là à la barre un expert en vidéo. Ils ont en fait décidé d'aller sur un terrain assez risqué, puisqu'en fait, cet expert en vidéo vient déclarer que les vidéos ont très certainement été manipulées. Il pointe que selon lui, il y a des incohérences dans les ombres, dans les transitions. En gros, concrètement, leur défense, c'est de dire que ces vidéos, en fait, c'est un montage. Sauf que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'accusation rétorque. Et là, en fait, ils sortent une certification FBI qui prouve l'authenticité de la vidéo. La chaîne de custodie est intacte et les métadonnées sont vérifiées. Il s'agit bien, de manière formelle, d'une vidéo authentique. À ce moment-là, le juge a du coup décidé de rejeter la demande de l'avocat de P. Diddy de disqualifier la vidéo. La diffusion de cette vidéo a vraiment secoué la salle. Certains rapportent que voilà, il y avait des murmures un petit peu partout et que du coup, le juge a été obligé d'ordonner le silence. Les jurés aussi de leur côté semblent choqués, on voit certains prendre des notes, d'autres qui ont l'air vraiment mal à l'aise et on voit P. Diddy, lui, de son côté, qui se montre vraiment agité. Il griffonne des notes sur une feuille, il chuchote à son avocat. Enfin voilà, pour la première fois dans ce procès, on le voit vraiment déstabilisé. Et ce qui est marquant aussi sur cette journée, c'est que au niveau de la famille de P. Diddy, les gens se font de moins en moins présents. On a pu noter notamment l'absence de sa mère Janice, qui avait quand même été présente depuis le début du procès. On a ses filles Delilah et Jessie qui ont été présentes une partie de la journée et qui sont parties au milieu de la diffusion de la vidéo justement. Et pareil pour ces garçons, ils sont absents. On n'a que Quincy Brown, qui est son fils adoptif, qui est présent au premier rang et qui est là, qui prend des notes. Est-ce que ça veut dire que certains commencent à se désolidariser de Diddy? La question reste entière. En tout cas, la diffusion de cette vidéo a marqué un sacré tournant dans ce procès. En fait, là, concrètement, ça rend les accusations concrètes. On arrive donc à la journée d'aujourd'hui, donc 19 mai, et on a un nouveau témoin qui rentre en scène. Il s'agit là d'un ancien garde du corps de P. Diddy qui a décidé de témoigner lui aussi sous anonymat. Il explique qu'il a travaillé pour P. Diddy de 2008 à 2012 et lui aussi, son témoignage est plutôt glaçant. Il explique qu'il a vu des freak-offs à New York, Los
Angeles et Miami où des femmes étaient exportées dans des chambres fermées à clé. Et P. Diddy donnait des ordres vraiment très précis. Il pouvait leur dire par exemple « Assurez-vous qu'elles prennent bien les pilules ». Et les employés, eux, étaient contraints de suivre sans poser de questions. Il livre d'ailleurs un témoignage assez parlant. Il raconte qu'en 2011, à Miami, il a vu une femme qui tentait visiblement de s'échapper. Elle était droguée et elle a essayé en fait de s'enfuir par la porte arrière. Selon lui, elle était vraiment paniquée et elle avait du mal à marcher. Et selon lui, P. Diddy lui aurait donné l'ordre d'aller la chercher et de la ramener de force. Il décrit vraiment P. Diddy en fait comme le chef d'un système où personne ne pouvait dire non. Et à ce témoignage, il vient apporter une preuve quand même difficile à contrer. Un texto de 2011 envoyé par Diddy où il dit concrètement en parlant des filles, garde-les bien à l'intérieur. Et pour la contre-attaque de P. Diddy, c'est cette fois Xavier Donaldson, un autre avocat de P. Diddy, qui se livre à l'exercice. Il attaque le récit du garde du corps en lui disant dans ce cas-là, vous étiez impliqué. Pourquoi vous parlez maintenant? Le garde du corps a alors répondu qu'il craignait pour sa vie et il a cité apparemment des menaces implicites que P. Diddy aurait proférées. On peut voir que franchement, la défense lutte, vraiment la défense lutte et ne lâche pas l'affaire, mais en face, le dossier de l'accusation s'épaissit quand même lourdement. Et cette journée du 19 mai s'est terminée par une bombe. L'accusation a déclaré que demain, le 20 mai, d'autres vidéos seront diffusées. On a l'avocat Annie Philo qui a tout de suite tenté de s'opposer à ça en demandant au juge un délai pour analyser ses preuves, mais cette requête a été refusée. Et concrètement, je vous le dis, là, c'est chaud. Si ces vidéos sont aussi accablantes que celles qui ont été montrées jusque-là, une chose est sûre, ça deviendra quasiment impossible pour P. Diddy de continuer à se défendre. Donc voilà, moi comme je vous ai dit, je vais vous tenir au courant de chaque avancée de ce procès. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, l'accusation l'avait dit, l'accusation avait prévenu. Ils ont apparemment des preuves, qui sont quand même difficiles de réfuter. Déjà, celles qui ont été apportées aujourd'hui, vraiment ont fait pencher, je pense, la balance plus d'un côté. Donc à voir si celles de demain seront aussi parlantes. Je suis aussi en train de vous préparer une vidéo qui retrace un petit peu toutes les affaires louches qui ont entouré P. Diddy. Parce que oui, comme je le disais, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur pourquoi les gens disent qu'ils avaient peur, pourquoi ils sont pas partis. Ça paraissait si simple en fait de partir. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un dossier qui retrace vraiment, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé un petit peu de louche autour de P. Diddy sans forcément l'accuser, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves formelles qu'il serait à l'origine, que ce soit de tous ces drames ou de toutes ces violences. Mais voilà, on reviendra sur les différentes personnes qui ont pu décéder autour de lui, sur aussi l'accusation qu'a pu porter Jamie Foxx récemment sur le fait que P. Diddy aurait tenté de le tuer. Enfin voilà, je vais essayer de bien vous structurer la vidéo pour que vous compreniez bien un petit peu la personne de P. Diddy et ce qui l'entoure, afin que vous puissiez aussi peut-être avoir plus d'éléments pour voir plus clair dans ce procès. Donc voilà, ces vidéos arrivent cette semaine, dans les jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo et à commenter, donnez-moi vos ressentis sur comment les choses avancent et on se retrouve très bientôt pour la suite.